viens vous parler aujourd'hui à l'invitation d'Andréane. C'est Andréane est disparue qui m'a invité à venir dire un mot. Puis j'ai Émilie ici dans la salle. Salut Émilie, tu dis bonjour aux gens. Émilie est une de mes grandes partenaires là, dans le projet dont on vient vous parler. Je viens vous parler du projet Courte à réussite. C'est quelque chose sur lequel on a mis pas mal d'énergie depuis l'année dernière. Puis on est content de vous présenter ça. Mais j'ai voulu, parce que on m'a présenté le concept TEDx que je connaissais pas. Fait que j'ai voulu mettre un petit peu de chair autour de ça pour vous parler un peu des fondements, l'idée en arrière, là, finalement. OK, d'abord, les objectifs de la présentation. C'est important quand on fait une présentation. Première chose, vous faire comprendre les principes et les motivations derrière le projet. Deuxième chose, offrir une présentation thérapeutique propre à prévenir de sombrer dans la névrose collective. 2, tenir des propos subversifs dans le but de soulever l'auditoire contre l'ordre établi. Puis là-dessus, par exemple, il y a des caméras, attention, c'est l'ordre établi, là, on veut dire l'ordre des choses, là, comme l'ordre naturel des choses. Je ne voudrais pas que la GRC débarque pendant la présentation. Puis, trouver de nouveaux amis Facebook, ça, c'est une blague. Je ne vois jamais sur Facebook. Mais, vu que mes amis Courte à réussite sont beaucoup sur Facebook, fait que vous savez, on a une page Facebook. Bon, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ah, autres objectifs subliminaux non avoués, agenda secret. Ça, c'était pas supposé être écrit, par exemple. Fait qu'on est... OK. Bon. Première des choses, pour introduire l'idée qui est en dessous de Courte à réussite, j'ai essayé d'avoir l'air profond un peu. Hein. J'ai fait un effort, là, mais faites-vous en pas, je vous embarque pas dans un débat philosophique extrêmement profond, mais je voulais juste mettre deux grandes thématiques. Moi, il y a des gens, des grands existentialistes qui sont torturés par rapport aux grandes questions de l'univers. D'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Il me semble, moi, en tout cas, j'aime ça ramener ça à un niveau un peu plus terre à terre, et dans l'ici, maintenant, et qu'est-ce que je fais de ma vie. Puis pour moi, le débat existentialiste, c'est bien plus alentour de ces deux thématiques-là. La liberté versus la fatalité. Puis, je vais vous présenter rapidement les deux belligérants, puis vous ferez votre choix après pour savoir si vous êtes du côté de la liberté, du côté des gentils, ou bien du côté de la fatalité, du côté des pas fins, OK? Bon, la liberté, en gros, là, on va la définir grossièrement, là, parce qu'on pourrait passer une heure rien qu'à parler de la liberté, mais la façon dont moi je conçois la liberté, puis dont on va parler aujourd'hui, c'est bien plus dans le sens de la capacité à s'auto-déterminer, OK? La capacité à être en contrôle de son destin, la capacité à pouvoir faire de sa vie ce qu'on a envie d'en faire, sans contrainte extérieure, sans être dirigé par la société, le climat, l'économie, des choses comme ça. Et ça rejoint beaucoup le concept d'empowerment, qui était à la mode un petit peu trop dans les dernières années. Il y a du monde qui m'ont dit que ça commençait à faire socio-pop, de parler d'empowerment, mais moi, j'aime beaucoup ce concept-là. En passant, on dit autonomisation en français, si vous aimez le terme, moi, je l'aime beaucoup. Fait que, bref, là, ici, il y a la petite photo du self-made man. Je ne sais pas si vous trouvez ça rigolo. Moi, je trouve que ça parle, rien que de voir le gars qui se taille lui-même à partir de la pierre. Bon, cette vision-là de la liberté est... Évidemment, moi, je veux dire, j'aurais plus tendance à être du côté de la liberté, vous le devinez, mais c'est caricatural. Vous voyez bien que ça fait sourire rien qu'à voir, là. La réalité est plus complexe que ça. Dans la vraie vie, on n'a pas, même si vous êtes une personne extraordinaire, même si vous êtes plein de ressources, même si vous êtes l'exception, si vous naissez au Pakistan, vous avez une certaine ouverture de possibilités. Vous ne l'avez pas au complet. En tout cas, vous ne l'avez pas comme un Québécois qui naît ici à Québec. Et ça serait différent aussi de quelqu'un qui vit à Coudjouac. OK? Fait que, il faut être conscient de ça. On a des contraintes. Ces contraintes-là, on peut les décliner de différentes façons, mais en gros, c'est notre environnement, là où on vit, la façon dont on est éduqué, la famille dans laquelle on a grandi, etc. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, d'accord? Le côté des pas fins. La fatalité. Bon, la fatalité, de la manière que je vais le définir ici, ce n'est pas le fait qu'on va mourir. Savez-vous, on va tous mourir un jour. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du déterminisme. Le déterminisme, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le côté qu'on n'a pas le contrôle sur notre existence autant qu'on le voudrait. Maintenant, il y en a qui sont vraiment extrêmes là-dedans et qui définissent le déterminisme comme étant, vraiment, tout a une cause,
tout effet a une cause et dans le fond, on peut tout expliquer. L'être que vous êtes, vous, monsieur, en tant qu'individu, là, vous n'avez aucun mérite parce que vos parents, parce que vos gènes, parce que la société, parce que le Québec, parce que l'économie, parce que notre époque, blabla. Fait que je suis désolé, mais on n'a aucun mérite. On est tout prédéfini d'avance. Bon, ça, c'est un petit peu aliénant comme version comme façon de voir la vie, mais je vous dirais que je vous mettrais au défi de pouvoir affronter une couple de mes copains qui sont un petit peu chiants et qui ont cette approche-là du déterminisme, qui sont difficiles à contrecarrer. Ils ont des argumentaires excellents pour vous prouver qu'ils ont raison. Maintenant, il faut qu'on résiste. Il faut qu'on leur dise non à ces gens-là. C'est pas vrai. Ça, rapidement, si vous n'avez pas vu ce film-là, il faut voir ça. Oui, monsieur me dit que c'est bon. Gattaca, ça commence déjà à dater, hein? Je vieillis, là, moi, mais c'est excellent, à part le fait qu'il y a Uma Thurman qui joue dedans. C'est un vrai bon film. Et ce qui est exposé là-dedans, en 2 mots, c'est justement un type qui se ramasse à une époque où on commence à vraiment faire sérieusement et massivement du contrôle génétique pour contrôler la naissance des enfants qui arrivent au monde. Donc, vous êtes papa, maman, et vous voulez le meilleur pour vos enfants, et vous savez que la masse a un contrôle génétique pour s'assurer, je sais pas, d'avoir 6 pieds, les yeux bleus, être bon au basketball, des choses comme ça. Comment je vais vouloir prédéfinir mon enfant pour qu'il trouve sa place dans la société? En gros, c'est ça le dilemme. Et le type en haut, le Ethan Hawke, là-dedans, joue le rôle d'un gars qui est un vrai bébé. Là. Il n'a pas été manipulé génétiquement. Il a de la misère à faire sa place dans ce monde prédéfini-là. Et, ben, vous irez voir le film pour voir comment est-ce qu'il s'en sort, mais disons qu'il y a un message d'espoir à la fin, ça finit pas mal, faites-vous-en pas. Mais c'est génial. Et ça montre toute cette dualité-là entre la liberté et la fatalité. Bon, juste pour vous dire que, pour finir, là, dans le concret, parce que là, c'était science-fiction un peu mon affaire, ça se passe dans un monde futuriste, irréaliste, mais dans le concret, puis là, je ne cherche pas à vous tirer une larme, là, je mets une photo comme ça, c'est presque racoleur de mettre ça, c'est plate. Là. On voit ça, puis ça nous confronte tous. Là. On n'est pas content de voir des choses comme ça. Mais ça n'existe pas au Bangladesh, non, c'est ici à Québec. Ça se passe près de nous. Ça se passe, je veux dire, dans n'importe quelle municipalité du Québec, on peut trouver des choses comme ça. Et dans le Grand Nord, sûrement encore plus facilement. Et ce petit bébé-là n'a pas les mêmes chances que nous autres dans la vie. Et là, j'introduis de cette façon-là, c'est pas pour vous parler, je vais vous parler de mes jeunes tantôt, là, c'est pas tous des jeunes qui ont passé par là, mais juste pour vous faire comprendre qu'on n'a pas toutes les mêmes chances dans la vie. On va aboutir là-dessus. Ça, on n'aura malheureusement pas le temps. La militaire en avant me dit qu'on allait passer là-dessus. Donc, les conséquences pour nous en tant qu'individus, mais pour nous en tant que collectivité aussi, parce que tout ce dont je vais vous parler par la suite, vous allez trouver que ça va être très, très sous la lorgnette de l'individu, parce qu'on travaille auprès de jeunes en tant qu'individus, mais moi, je le vois intimement relié avec tous nos enjeux collectifs. C'est, si on avale cette pilule-là du fatalisme, du déterminisme, ben, les conséquences de ça, c'est qu'on évacue les notions de responsabilité, là. On n'est pas en contrôle de toute façon. Hey, c'est les grandes entreprises, c'est les États-Unis, c'est un complot d'Israéliens. Écoutez, il y a toujours quelque chose qui nous dépasse, qu'on a l'impression de ne pas être en contrôle sur son existence. Puis si on sert de ça, bien, on évacue tout sens de responsabilité, puis on n'est plus dans l'action, on est dans la résignation. Puis la résignation, pour moi, c'est à peu près le mot que je déteste le plus en français. Pourtant, il parle, il est lourd, là, je déteste ce mot-là. Puis j'espère que je vais vous aider à le détester un petit peu plus d'ici la fin de la présentation. J'aurais voulu parler de ce monsieur-là longtemps. C'est Emmanuel Kant. C'est un bonhomme assez génial. Mais je vais juste lire une citation rapide que j'aime beaucoup. Il dit, puis je pense que c'est la réponse, c'est l'ultime réponse à mes amis qui m'emmerdent parce que j'arrive pas à les boucher là, sur la question du déterminisme. Là, ben, quand je sais plus quoi dire, ben, j'arrive avec Kant. La liberté doit être postulée parce qu'elle est nécessaire à la reconnaissance de la dignité de la personne et à l'imputation morale. L'indépendance de la volonté à l'égard de toute autre loi que la loi morale est le fondement de la dignité humaine. Vous pouvez le relire dans votre tête, là, c'est beau. C'est vraiment, je veux dire, moi, ça me parle en maudit, cette affaire-là. Il y a 2 choses que vous reteniez là-dedans. Dignité humaine, puis l'indépendance de la volonté. Dans le fond, là-dedans, c'est qu'on dit, il faut la postuler, cette liberté-là. OK? J'ai pas besoin de vous la prouver, là. Oubliez ça. Il faut que vous en soyez convaincus, que vous dites, je la postule. Elle est là. Ça finit là. Parce que si on la postule pas, ben, allons tous faire une petite boule dans le coin en position fétale puis attendre la fin de nos jours parce que ça sert à rien de continuer, là. Fait qu'on est aussi bien de prendre pour acquis que c'est comme ça.
l'autonomisation, l'empowerment, j'aurais voulu vous en parler, mais on s'en reprendra une autre fois. Mais c'est vraiment ce qui sous-tend notre projet, qui est en dessous de Courte à réussite. Rapidement, Courte à réussite, c'est on a des inspirations, on a beaucoup. C'est un projet qui existe ailleurs. Il s'est fait à 3 endroits aux États-Unis. Il y en a même un endroit à Los Angeles où ils l'ont depuis 1986. Écoutez, ils sont rendus à 3000 jeunes qui participent à ce projet-là à chaque année. Hey, je me rends compte, je ne vous ai même pas dit c'est quoi le projet encore là. Bon, OK, en gros, le projet, c'est on prend des jeunes et des jeunes qui sont en difficulté scolaire, qui proviennent de milieux défavorisés, et on leur lance un défi, on leur dit « OK, toi, tu vas courir le marathon. Es-tu assez fou pour embarquer là-dedans? » Puis s'il dit oui, ben on l'embarque dans une machine, puis on l'accompagne jusqu'à la ligne d'arrivée, puis ça change une vie, complètement. Puis eux autres, ils ont prouvé que ça se faisait. On l'a fait à 3 places aux États-Unis. Montréal, on a repris l'idée en 2009, et ça fonctionne. C'est ça qui est fantastique. Puis on s'est dit, ben là, on n'est pas plus fou que d'autres, on va le faire à Québec, c'est bien trop le fun. Fait que tous ces projets-là ont 2 choses en commun, lutter contre le décrochage scolaire et créer des moments décisifs. Pour reprendre la thématique que je trouve très plaisante de nos amis. Bon, OK. Pour qui est Courte à réussite? Bon, la clientèle, c'est des jeunes de 18 jeunes de 17 ans et plus. Le parcours de vie, c'est un parcours de vie difficile. En fait, ici, là, je veux redéfinir quelque chose parce que c'est presque bête de parler, d'utiliser le terme, là, je disais tantôt, des jeunes défavorisés. Ça nous fait plaisir, des belles étiquettes, ça nous permet de rentrer bien des affaires en même temps dans un concept rapide. Mais c'est tellement simpliste de présenter ça comme ça. Je veux dire, ils ont tellement des parcours de vie extrêmement différents, très riches les uns les autres. Ils ne peuvent pas se comparer. Puis c'est tout sauf de mettre ça dans la boîte du pauvre monde qui n'avait pas d'argent quand il était petit. C'est pas ça pantoute. C'est plus complexe que ça. Oui, il y en a là-dedans qui ont eu de la misère dans la vie d'un point de vue argent, mais c'est pas tout le cas pour tout le monde. La seule chose qu'ils ont vraiment en commun, c'est un parcours de vie atypique, de difficultés, d'embûches qui ont fait en sorte que ces gens-là ont eu de la difficulté dans leur parcours scolaire, puis qu'aujourd'hui, ils se ramassent dans un parcours scolaire complètement atypique où est-ce que là, ils ont décroché, ils ont raccroché, puis que là, ils essayent de finir par atteindre un diplôme d'études. Puis bon, ils sont tous à risque de décrochage. Bon, leur milieu, nous, on fait affaire avec 2 milieux. C'est le centre Louis-Joliette et l'école de la rue de la Maison-Dauphine. Le centre Louis-Joliette, c'est ici à Québec, à Limoilou. C'est un centre d'éducation aux adultes. Ils ont une clientèle immigrante, de nouveaux arrivants à qui ils enseignent le français. Ils font des mises à niveau de scolarisation. Puis l'école de la rue de la Maison-Dauphine, ben ça, c'est, vous devez connaître, c'est pour les jeunes itinérants ici dans la région de Québec. Nos objectifs puis nos moyens, rapidement, en gros, c'est qu'on veut changer leur façon de se percevoir à ces jeunes-là. On veut qu'ils développent leur estime de soi, leur confiance en soi. On veut qu'ils acquièrent des habitudes de vie, de la discipline, de la persévérance. Puis, en bout de ligne, en dessous de tout ça, ben, la première idée, c'est de les faire finir leur diplôme. On veut qu'ils se rendent jusqu'à leur diplôme. Mais en dessous de tout ça, c'est vraiment d'aller chercher la capacité d'empowerment chez ces gens-là, d'autonomisation, de prendre le contrôle sur leur destin, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Puis notre moyen, bien, comme je vous l'ai dit, on veut leur faire courir le marathon. J'aurais voulu dire un mot sur les nombreux partenaires qu'on a. Je trouve ça toujours merveilleux de voir qu'on soit autant d'appui de la communauté, mais là, le temps file. Nos bénévoles, écoutez, c'est massivement de la communauté universitaire. On fait affaire avec différents programmes. Il y a des gens des clubs de course de la région de Québec. On a aussi, puis ça, je trouve ça fantastique de le souligner, des employés du centre Louis-Joliette qui travaillent avec nous autres. Des gens de la direction aussi, bénévolement, là. C'est par-dessus eux autres, ils ont des jeunes en difficulté tout le long de la journée, puis le soir, pour se reposer, mais ils viennent courir avec nous autres avec des jeunes en difficulté. Puis des employés de motivation jeunesse qui donnent du temps bénévolement, puis il y a même une dame de la Caisse populaire des Jardins. Les services qui sont offerts rapidement en rafale. On donne un entraînement de 10 mois qui est supervisé par un kinésiologue, des entraîneurs. Il y a le suivi médical, il y a le suivi de réadapte par des physiothérapeutes. Il y a de l'enseignement et du counseling pour la prévention des blessures. On a un type assez extraordinaire de la région là, qui est Blaise Dubois, qui est très fort là-dedans. On a l'équipement de course qui est fourni intégral pour tout le monde par la boutique du coureur nordique.
On a un programme de tutorat. Le programme de tutorat, c'est de l'aide aux devoirs, c'est de l'accompagnement. On va chercher le jeune puis on lui demande c'est quoi ta matière faible. As-tu le goût d'avoir du support? Puis on l'accompagne dans ses études. On a un service on a des nutritionnistes qui offrent des suivis en nutrition. On a aussi un service de gardiennage. On a le Rouge et Or qui nous donne des capsules d'entraînement. Puis surtout, et c'est tout le projet tourne alentour de ça, on a le mentorat. Le mentorat, c'est du 1 pour 1. C'est un adulte de la communauté qui se dit, moi, je donne une année à ce jeune-là, je vais m'entraîner avec lui et je vais courir le marathon avec lui. Il s'occupe de voir que tout fonctionne bien avec ce jeune-là. Et c'est dans cette relation intime-là, cette relation de confiance-là qui est tirée, de la relation mentor-participant que tout le reste est greffé là-dessus. Là. On se fonde là-dessus. Quelques-uns de nos histoires d'amour, de mentors et participants. J'aurais voulu, le temps file tellement, j'aurais voulu vous parler de plein d'anecdotes intéressantes avec nos jeunes. Juste ici, Gabrielle, je la pointe puis je la nomme parce qu'elle est contente que je nomme son nom, il n'y a pas de problème. Gabrielle, polytoxicomanie. Dans la rue, en jeune âge, itinérante, là, pour vrai, là, pas je m'en vais au coin avec mes chums puis je retourne coucher chez nous le soir, itinérante, décrochage scolaire, décrochage de la vie, là, décrochage de la société complètement. Cette petite fille-là, aujourd'hui, a une résidence stable et de plus en plus autonome dans sa vie. Elle va courir le marathon puis est en train de compléter son diplôme d'études. Remarquable. Ça, puis on en a, je vous aurais parlé juste de ça, là, des capsules d'histoire de vie qu'on se dit, mais comment ils font? Mais oui, c'est possible. Fait qu'il y en a de l'espoir avec ce monde-là. OK. Je reviens sur le thème avant que ça se termine. Le moment décisif. Le moment décisif, on aurait pu le définir en fonction du jeune, mais on peut le définir aussi en fonction du bénévole qui travaille dans l'organisation. Pour le jeune, évidemment, on a l'image de « je passe la ligne d'arrivée hein? ». L'arrivée au marathon, c'est ça qui va comme tout redéfinir. Mais en fait, il y en a plein de moments décisifs. Les moments décisifs, ils se jouent à chaque jour où est-ce qu'ils se battent le derrière pour dire « je m'en vais, il fait moins 20 dehors, on est au mois de janvier, j'ai ce maudit entraînement-là, ben je vais y aller. Mon mentor m'attend dehors, la gang est là. Je vais y aller, il faut que j'y aille, il attend après moi, puis c'est important pour moi. » Bien, je peux vous dire qu'au bout de ces 180 entraînements-là, il est important le marathon parce que c'est un symbole, mais il s'est joué le moment décisif à chacune de ces sorties-là. Ils se sont construits, ces jeunes-là, tout au long de l'expérience. Moment décisif aussi pour le bénévole qui vit cette expérience-là en compagnie du jeune. Un paquet d'impacts collatéraux que... Écoutez, imaginez l'impact, l'émulation que ça peut avoir dans le milieu. Les jeunes qui côtoient ces jeunes-là, -là, c'est une source d'inspiration, c'est une source d'espoir. Ces jeunes-là, je veux dire, ils se promènent avec leur manteau de courte réussite à l'école, puis ils sont fiers de ça. Puis les jeunes, ils regardent, puis tu sais, hey, OK, t'es cool, toi, là, tu réussis quelque chose d'assez exceptionnel. Ça aurait été le fun de parler de la résilience ensemble, c'est un beau concept. Mais juste une chose à retenir, c'est que la résilience, pour n'importe qui, je pense que tout le monde n'est pas mal familier avec ce concept-là, résilience. La résilience est possible à partir du moment où est-ce qu'on a du soutien de la communauté. Ça, c'est une des choses que j'aimerais que vous reteniez de la présentation. Puis il faut malheureusement que je finisse. J'aurais voulu vous parler de Guillaumet. En tout cas, vous direz Saint-Exupéry. C'est un type fantastique. Il me reste... c'est terminé. Fait que je vais vous saluer là-dessus. Merci de m'avoir écouté.